Au Sénégal, Soham El Wardini est élue maire de Dakar. Elle succède ainsi à Khalifa Sall et devient la première femme à occuper ce fauteuil. Présidentiel au Cameroun, Maurice Kamto, le chef du mouvement pour la renaissance du Cameroun, a organisé un rassemblement à Yaoundé. Puis référendum organisé par les séparatistes en Catalogne. Un an après, les Catalans sont toujours divisés sur le sujet. Ravi de vous retrouver en ce début de semaine. Bienvenue à toutes et à tous sur Sika TV. Je l'annonçais en titre, au Sénégal, le conseil municipal de Dakar a élu à sa tête ce week-end Soham El Wardini. Elle devient ainsi la première femme à occuper le fauteuil de maire de la capitale. Voici le compte rendu. Élue ce week-end à la tête du conseil municipal de Dakar, Soham El Wardini remplace le maire Khalifa Sall. Fidèle de Khalifa Sall, dont elle était la première adjointe, Soham El Wardini a été élu par 64 voix sur 88 bulletins valables, devançant le maire de la commune des Parcelles Asseni, Moussassi, et le maire de Patte d'Oie, Banda Diop. Ancienne professeure d'anglais, elle avait été adjointe à la culture à partir de 2009, avant de devenir première adjointe en 2014, puis assurer l'intérim depuis que Khalifa Sall est en prison. Soham El Wardini sera en principe à la tête de Dakar jusqu'aux élections municipales de décembre 2019. Pour mémoire, le président sénégalais Macky Sall avait révoqué le 31 août par décret de ses fonctions de maire Khalifa Sall, l'un de ses principaux adversaires politiques et candidat déclaré à la présidentielle de février 2019. Et ce, au lendemain de sa condamnation en appel à 5 ans de prison pour escroquerie sur les deniers publics. En République démocratique du Congo, le président Joseph Kabila a brûlé ce dimanche 2 stocks d'ivoire, cornes d'éléphant et bracelets issus du braconnage. Ce faisant, il entend ainsi démontrer la volonté des autorités de ce pays à préserver les immenses ressources naturelles de la RD Congo. Lors d'une cérémonie dans le parc naturel de Nzélé, aux portes de Kinshasa, le président Joseph Kabila a relâché 5 perroquets gris et brûlé un stock d'écailles de pangolin. Il a également brûlé 2 stocks d'ivoire issus du braconnage. Ces actions du président congolais visent à démontrer la volonté des autorités à préserver les immenses ressources naturelles de la République démocratique du Congo. Nous avons voulu décourager le criminel et le braconnier de nos ressources naturelles. Dans les 15-20 dernières années, j'ai perdu plus de 380 gardes dans les accrochages pour protéger ces ressources. Le braconnage est beaucoup plus d'origine étrangère, celui que nous vivons aujourd'hui. Le braconnage congolais est du type alimentaire. Donc tuer une antilope et la manger. Le braconnage a pu être le fait de groupes armés et de milices lors de l'histoire mouvementée de la RDC. Deuxième poumon vert de la planète après l'Amazonie, la forêt équatoriale de la RDC abrite des espèces menacées comme les rhinocéros, les éléphants et les bonobos. Une conférence est prévue à Londres du 11 au 12 octobre contre le commerce illégal des espèces sauvages. Cette édition se poursuit. Maurice Kamto, le chef du mouvement pour la renaissance du Cameroun, parti d'opposition, a organisé un rassemblement électoral à Yaoundé. Et ceci en vue de l'élection présidentielle qui doit se tenir le 7 octobre prochain dans le pays. Les détails, ce sera dans cet élément. Plus de 6,5 millions de Camerounais sont appelés dimanche à élire leur nouveau président pour donner ou non un 7e mandat au président sortant Paul Biya au pouvoir depuis 35 ans. Mais aucune coalition de l'opposition n'a été formée pour cette élection à un tour, chacun se disant sûr de ses chances d'être élu. Ainsi, 8 candidats espèrent renverser par les urnes celui qu'on appelle au Cameroun le Sphinx. Parmi eux figure Maurice Kamto, chef du mouvement pour la renaissance du Cameroun, parti d'opposition. En pleine campagne, ce dernier a organisé un rassemblement électoral à Yaoundé. Nous assurons
la paix dans ce pays. Nous garantirons la paix dans ce pays parce que nous allons rassembler les Camerounais. Je vous ai dit, dès que vous m'aurez porté à la tête de ce pays, ma première sortie sera dans le nord-ouest et le sud-ouest pour régler le problème. N'ayez pas peur. Dites-leur aux fonctionnaires, dites-leur aux forces de défense, dites-leur aux forces de maintien de l'ordre que nous ne faisons pas la politique de la haine. Il n'y aura pas de chasse aux sorcières. Nous leur tendons la main. Les régions anglophones agitées du Cameroun sont bloquées alors que les séparatistes se préparent à célébrer le premier anniversaire d'une déclaration symbolique d'indépendance à une semaine du scrutin présidentiel national. Grève de la faim du Togolais Nicodème Yao Abia, l'ancien député et président du parti Les Démocrates, a entamé ce samedi son 10e jour de privation. On fait le point à travers ce élément. L'opposant togolais exige notamment la libération des personnes toujours détenues dans le cadre des manifestations contre le pouvoir commencées il y a un an. Couché sur une natte devant l'ambassade du Ghana à Lomé, l'ancien député attend que soit entendu son cri. Je ne suis pas là pour violenter qui que ce soit. Je suis là pour me punir moi-même. Je suis là pour demander l'opinion internationale et nationale, la libération de mes compatriotes. Je suis là pour dire au monde entier ce qui se passe au Togo, pour leur dire qu'il y a toujours des prisonniers innocents et personnels de Fort Gnassingbé aujourd'hui. Hier dans la soirée, il était très fatigué et il avait fait des crises de paludisme. Voilà, et sa vie dort dehors, il ne rentre pas à la maison. Donc il y a les moustiques qui le piquent. Physiquement, quand vous le voyez, vous allez sentir qu'il tient bon, mais intérieurement, il ne va pas bien. Il a perdu 15 kilos. En 8 jours, il a perdu 15 kilos. Donc nous sommes au 10e jour. Aujourd'hui, le docteur viendra pour refaire le bilan des 10 jours pour voir combien de poids il a encore, de quoi il a chuté. L'opposition avait obtenu la libération d'une quarantaine de personnes arrêtées dans le cadre des manifestations organisées par l'opposition au fil des derniers mois pour demander la démission du président Fort Gnassingbé. 10 autres ont été libérés début septembre. Mais selon les responsables de la coalition de 14 partis d'opposition, 44 personnes croupissent toujours dans les prisons togolaises. Le ministre de la Justice maintient que leur situation sera examinée au cas par cas. Hors de l'Afrique, en Espagne, il y a un an, les séparatistes catalans organisaient un référendum jugé anticonstitutionnel par Madrid. La détention de certains dirigeants catalans, les violences policières lors du vote de 2017, puis la tentative avortée de sécession ont cristallisé les positions de chaque camp, creusant toujours un peu plus la fracture sociale en Catalogne. Reportage. La Catalogne dans l'impasse, un an après son référendum sur l'indépendance, jugé illégal par Madrid. Depuis, les initiatives et les actions se multiplient, comme ce petit groupe de militants qui campent en plein centre de Barcelone. Ils protestent contre la détention de leaders séparatistes toujours en attente de jugement, mais ils entendent aussi faire pression sur le gouvernement régional, lui-même indépendantiste, pour qu'il aille plus loin dans son bras de fer avec Madrid. Je pense qu'il est temps que la Catalogne désobéisse à l'État. Parce que si nous essayons toujours d'obéir à l'État, si on accepte leurs jugements et leurs punitions, nous n'avancerons pas beaucoup. Lors des dernières élections, les séparatistes ont rassemblé 47% des voix. Une tendance stable depuis des années. Le vrai changement généré par le référendum, selon ce politologue, c'est la radicalisation, non pas idéologique, mais des actions menées par chaque camp. Aujourd'hui, les indépendantistes croient qu'ils ont le droit d'occuper toutes les rues, d'occuper la place Raimé et de mettre des rubans jaunes partout. Les partisans du drapeau espagnol estiment qu'il est très bien qu'il y ait des gens en prison, mais quand vous demandez « bon, et que proposez-vous pour l'avenir ?», personne n'a de réponse. Côté pro-Espagne, la dernière parade trouvée pour faire entendre sa voix consiste à ajouter la couleur rouge du drapeau espagnol au sigle jaune des indépendantistes. Mais beaucoup ne cachent plus leur pessimisme.
Il est difficile de savoir dans quel scénario nous serons dans X années, mais si on n'arrête pas ça rapidement, nous aurons des sérieux problèmes. Le dirigeant catalan, Quim Torra, a récemment rejeté la proposition d'un référendum sur une autonomie élargie. Pour lui, seul un vote d'autodétermination sera acceptable. Une décision ferme, pas forcément partagée par tous les partis indépendantistes et qui paralyse un peu plus la situation de la région. Tremblement de terre suivi d'un tsunami en Indonésie. Le bilan de ce drame qui a frappé l'île des Célèbes a été porté à 832 morts ce dimanche. Pendant ce temps, la population de la ville de Palu, à court de vivres et d'eau, a commencé à piller les magasins. Reportage. L'information donnée par le porte-parole de l'Agence de gestion des catastrophes au cours d'un point de presse dimanche est mauvaise. Au moins 832 morts sont enregistrés, essentiellement dans la ville de Palu, en Indonésie. Ce chiffre, qui double le dernier bilan, pourrait encore s'aggraver. Le vice-président indonésien a dit craindre que le bilan n'atteigne un ou plusieurs milliers, se basant sur les précédentes catastrophes. La plupart des victimes ont été recensées jusqu'à présent à Palu, une agglomération de 350 000 habitants située sur la côte ouest des Célèbes, qui a été secouée vendredi par un séisme de magnitude 7,5, puis a essuyé un tsunami. Les autorités et les ONG s'inquiètent aussi de la situation dans d'autres régions. On pouvait voir des carcasses de véhicules, des bâtiments réduits à des amas de débris, des arbres déracinés et des lignes électriques abattues, témoignant de la violence des secousses et de la vague de 1,5 m qui s'est abattue sur la côte. Le président indonésien Joko Widodo est arrivé à Palu dimanche pour observer le déploiement militaire destiné à porter assistance à la population. Puis la chancelière allemande Angela Merkel a mis en garde ce dimanche le président américain Donald Trump contre la tentation de détruire le multilatéralisme et notamment les Nations Unies. Reportage. Lors d'un meeting de campagne pour les élections législatives régionales en Bavière, la chancelière allemande Angela Merkel a mis en garde le président américain Donald Trump contre la tentative de détruire l'ONU. La remise en question de l'ordre international né après la Deuxième Guerre mondiale commence avec le président américain qui dit que le multilatéralisme n'est pas la réponse au problème, qui a dit récemment qu'il n'y a que des situations où il ne peut y avoir qu'un gagnant, qui ne croit pas, par exemple, aux situations de gagnant-gagnant. Anders als ich zum Beispiel nicht an Win-Win-Situationen glaubt. Die Vereinten Nationen sind eine Gründung aus den Trümmern des Zweiten Weltkriegs. Les Nations Unies sont nées dans les ruines de la Deuxième Guerre mondiale. Et bien sûr, tout n'est pas parfait. Bien sûr que nous voulons une réforme du Conseil de sécurité, et ce, depuis des années. Mais détruire quelque chose sans avoir développé quelque chose de nouveau, je crois que c'est extrêmement dangereux et cela peut détruire la paix plus vite qu'on ne le pense. Devant l'Assemblée générale de l'ONU, Donald Trump a fait mardi l'éloge de la souveraineté et dénoncé l'idéologie du mondialisme. Fin de ce journal, merci d'avoir été des nôtres et très bonne suite au programme sur SICA. À bientôt.